de la stratégie nationale et européenne liée à ce partage de données. Je vous laisse la parole. C'est un vaste programme, mais je vous rassure tout de suite, on ne va pas rentrer dans le charabia juridique, ce sera quand même assez... c'est plutôt un petit tour d'horizon que je vous propose de faire. Donc, merci déjà Camille pour la présentation. Et également merci à tous d'être venus malgré les intempéries. Je remercie aussi la SNCF de ne pas avoir eu de retard de train, ce qui fait qu'on est arrivé à l'heure. Donc ça c'est quand même vraiment super. Sans plus tarder, donc peut-être quelques mots de contexte pour commencer. Super, ça va très bien. Donc Camille a déjà largement rappelé la problématique ou en tout cas le contexte qui touche au développement justement du partage des données de mobilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, à mesure que le besoin en transport plus efficace, plus également à l'écoute des besoins des usagers, et quand je dis usagers, c'est à la fois les voyageurs, mais également la partie peut-être un peu moins connue de transport de marchandises, on se rend compte qu'on a besoin justement de développer en masse le partage de données de mobilité. Donc, comme je viens de le dire, effectivement, quand on va parler dans cette présentation de données de mobilité, on l'entend sous un spectre très large, c'est-à-dire que c'est à la fois l'information du voyageur, donc toutes les informations qui permettent à vous, à nous, en tant que voyageurs, de connaître la disponibilité des services de transport, de connaître les horaires, et également toute la partie plutôt habitude de mobilité et traces de déplacement, savoir comment est-ce que les citoyens se déplacent sur un territoire et adapter justement les politiques publiques de mobilité en fonction de ses besoins. Et également, comme je le précisais, toute la partie transport de marchandises, où on a besoin aussi d'avoir un certain nombre d'informations sur comment les marchandises sont transportées et peut-être essayer de trouver des solutions plus durables que notamment le transport par poids lourd, par exemple. Donc après avoir posé ce contexte et cette définition assez large de la donnée de mobilité, vous allez vite le comprendre aussi avec ce petit tour d'horizon de la réglementation et des initiatives nationales et européennes. Finalement, tout l'enjeu quand on parle de renforcer le partage de données de mobilité, c'est d'essayer de travailler avec les contraintes qui sont celles de la donnée, c'est-à-dire des contraintes à la fois techniques, liées à l'interopérabilité de la donnée, au format de ces données et à comment est-ce qu'on fait pour que l'entièreté de l'écosystème des transports, à la fois au niveau national, au niveau des territoires, mais plus largement au niveau de l'Europe, puisse communiquer. Des enjeux aussi en termes de gouvernance, puisque en France on a un cadre assez défini avec la LOM de qui possède la compétence en matière de transport avec ce découpage, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de nos voisins européens. Donc comment on fait pour communiquer sur ces points-là. Des aspects également juridiques, avec tous les enjeux liés à la vie privée des personnes. Connaître le déplacement des usagers, c'est une mine d'or pour développer justement des services publics, mais c'est également un enjeu éthique et de protection de l'anonymat des citoyens lorsqu'ils se déplacent. Donc, c'est pour répondre un petit peu à l'ensemble de ces enjeux qu'au niveau national, pour la première partie de cette présentation, nous allons voir un petit peu une combinaison de réglementation qui a été mise en place pour favoriser le partage de données au sens large et également des initiatives. Quand je dis initiatives, c'est des startups d'État, des groupes de travail qui se réunissent justement pour discuter de ces sujets. Donc, pour commencer sur la réglementation, je ne rentre pas forcément dans le détail, mais s'il faut retenir un texte vraiment fondateur qui pose en tout cas des bases sur l'ouverture et le partage de données, c'est la loi d'orientation pour la mobilité, avec plusieurs textes emblématiques, notamment l'article 28 de la LOM, qui pose le cadre, d'ailleurs pionnier en Europe sur ce cadre-là, qui pose le cadre de l'ouverture des canaux de vente, donc plutôt sur l'aspect bioéthique, pour aller vers un développement de ce qu'on appelle le MAS, donc la mobilité par association de services. Donc ça, c'est une première chose. Un aspect complémentaire aussi à ce MAS qui est l'article 25 de la LOM. Donc là, c'est plutôt sur l'information de voyageurs et c'est ce qui a donné naissance à notre point. Pardon, j'ai un petit bug. J'ai l'habitude de l'appeler le PAN, donc le point d'accès national, pardon. Sur lequel on retrouve l'information voyageurs en libre service, donc ça va être les horaires des bus, les trams, les différentes stations. Donc
les deux sont liés. Et ensuite, rapidement, deux textes qui me semblaient importants, qui, eux, sont plutôt sur le sujet de la donnée de traces de déplacement. C'est l'article 109 de la loi Climat et Résilience et l'article 32 de la LOM, qui vient définir un cadre. C'est très récent, pour l'instant, ce n'est pas encore des textes complètement en application. Mais l'objectif, ça va être voilà, de poser un cadre pour faire en sorte que les données puissent être partagées entre, d'une part, les véhicules connectés ou les services d'aide à la navigation, de type Google Maps, Apple Plan ou Waze, pour citer trois, vers les collectivités territoriales pour justement les aider à construire leurs politiques publiques, notamment liées au report modal. Excusez-moi Laurie, nous ne sommes vraiment pas sympathiques parce qu'on vous fait intervenir dos à l'écran. Non, mais c'est pas grave, c'est un travail de souplesse. Je suis allé vous proposer de rejoindre le pupitre. Si non, il n'y a pas allez. de problème, à moins qu'au niveau du micro ce soit un peu dérangeant, mais ok, super, dans ce cas-là je peux continuer. Rapidement également, parce que je voulais garder un peu de temps pour la partie Europe qui est un gros morceau, mais simplement à l'écran un panel, on va dire, d'initiatives, ce que je disais au début, qui est porté par des startups d'État, des groupes de travail qui essayent d'aller plus loin que ces textes réglementaires, ou en tout cas de les mettre en œuvre, avec, je le citais déjà, le plan d'accès national, mais également un registre de preuves de covoiturage. C'est une plateforme dont l'objectif est de pouvoir plus facilement verser des subventions pour inciter les personnes à se déplacer de plus en plus en covoiturage. Également toute la partie plutôt fret et logistique avec une future plateforme qui s'appelle IFTL, qui provient d'un règlement européen, mais je vous passe les détails. Mais son objectif, ça va être de numériser les documents administratifs de transport de marchandises pour faciliter les passages aux frontières. Et donc, on va quitter la France pour s'élever un petit peu au niveau de l'Europe. Donc, je vous propose maintenant de rentrer dans le détail de ce qu'on appellera tout au long de la présentation la stratégie européenne en matière de données. Donc, quelques chiffres sans forcément rentrer dans le détail, mais pour un aspect un peu de contexte ou d'historique. La stratégie européenne en matière de données, c'est quelque chose qui avait été annoncé par la Commission européenne en 2020. Et son objectif in fine, qui peut être assez ambitieux, mais en tout cas la Commission et l'ensemble des partenaires y travaillent, c'est le fait d'atteindre une souveraineté numérique en Europe d'ici 2030. Alors, dit comme ça peut être un petit peu vaste et ça veut tout et rien dire, mais finalement, très concrètement, ça se traduit par plusieurs actions que vous voyez au tableau, donc notamment le fait de renforcer la gouvernance européenne en matière de données, aller vers la création d'un marché unique de la donnée. Donc là, à première vue, on pourrait se poser la question, quel est le lien direct avec les données de mobilité? On va y venir. C'est vrai que la stratégie européenne en matière de données, elle est transverse, donc c'est un cadre, vous allez voir, réglementaire, également des appels à projets ou des subventions pour aider justement les innovations en matière également d'intelligence artificielle, comme ça a été évoqué en introduction, mais pas que. Sur ce volet de la donnée au sens large, mais il y a également des initiatives qui sont faites de manière sectorielle et qui touchent plus particulièrement la mobilité. Mais ça, je laisserai la fabrique des mobilités vous en parler par la suite. Donc pour rentrer, alors là on va rentrer dans le réglementaire, mais s'il y a vraiment deux choses, en tout cas deux textes à retenir principalement de cette stratégie européenne en matière de données, ce sont les deux premiers textes que vous voyez au tableau, qui sont le Data Governance Act et le Data Act. Donc pour schématiser un petit peu les choses, le Data Governance Act, c'est le premier acte réglementaire de cette stratégie européenne pour la donnée, qui s'applique d'ailleurs depuis septembre 2023. Et si on le résume en quelques mots, son objectif c'est de poser en fait les processus et les structures qui vont venir faciliter au niveau de l'Union européenne le partage de données. Donc il vient poser les bases de ce qu'on appellera dans la présentation le futur espace européen commun de données, qui est découpé en plusieurs secteurs. Petit spoil, mais je n'arrive pas à avancer. Voilà. Normalement c'est bon. Donc petit spoil, voilà les 10 espaces européens communs de données qui ont été annoncés par la Commission européenne.
dans l'objectif justement de développer un marché unique de la donnée au sens très large. Donc nous, pour ce qui nous intéresse, c'est l'espace européen commun de données de mobilité. Et pour revenir sur cette réglementation, ce que ça traduit, c'est que donc, ce Data Governance Act, il pose le fait que la Commission européenne va développer ces espaces européens communs de données, et il met également certaines notions qui étaient jusque-là inexistantes, notamment celle d'altruisme en matière de données. Pour dire les choses assez simplement, en fait, l'objectif, ça va être de mettre à disposition partout en Europe, en tout cas à l'échelle nationale, des tiers de confiance qui permettront à tout citoyen ou à toute entreprise qui le souhaite de pouvoir mettre à disposition dans un intérêt général les données qu'ils détiennent. Alors au départ, ça a surtout été pensé dans le secteur de la santé pendant la période du Covid, où il y a eu un petit peu cet entrain à pousser les citoyens et les entreprises à partager de la donnée pour être plus efficaces dans le traitement du Covid. Mais on peut imaginer qu'effectivement, on en a également besoin dans le secteur de la mobilité pour, encore une fois, comprendre quels sont les besoins des usagers et y répondre plus facilement. Donc ça, c'est la première chose du Data Governance Act. Et en parallèle, on a un autre texte fondateur qui est le Data Act. Donc lui, il n'est pas pour tout de suite, il sera applicable en septembre 2025. Et lui, il est plutôt là pour expliquer qui, demain, pourra créer de la valeur à partir de la donnée. C'est aussi parce que la Commission s'est rendue compte qu'il y avait un peu un trou dans la raquette au niveau des réglementations européennes sur la donnée. C'est qu'aujourd'hui, on a tous un smartphone, on a tous plus ou moins des objets connectés, que ce soit un réfrigérateur, un véhicule connecté ou autre. Et finalement, on n'avait aucun règlement qui venait encadrer l'usage de ces données issues de ces objets connectés. Donc le Data Act, il est là justement pour venir rééquilibrer un petit peu les choses. Donc il met en place deux principes. Le premier, c'est celui de créer des outils contractuels, donc notamment des clauses contractuelles types que les TPE-PME dans ces domaines du numérique pourront utiliser lorsqu'ils négocient avec des géants américains ou asiatiques pour rééquilibrer un petit peu les choses, parce qu'on sait que généralement quand on partage de la donnée avec des grands géants, on n'a pas forcément de marge de manœuvre pour négocier les contrats, on les accepte, on les signe et puis c'est tout. Donc l'enjeu derrière tout ça pour la Commission européenne, c'est d'essayer au maximum de rééquilibrer ces négociations-là pour que l'échange de données soit plus équitable à travers l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et l'autre chose aussi, c'est de remettre l'usager au centre, lui redonner du pouvoir sur ces informations, puisque pour prendre l'exemple du véhicule connecté que je citais tout à l'heure, jusque-là, un propriétaire d'un véhicule connecté, souvent, ces informations, elles sont dans la boîte noire du véhicule qui a été construit par le fabricant, et l'usager ne sait pas forcément quelles données de la consommation de véhicule sont réellement traitées dans le véhicule. Il n'a pas du tout de marge de manœuvre pour les récupérer, pour avoir une liste en fait des données qui sont générées et pour pouvoir les repartager. Donc ce que prévoit le Data Act, c'est que demain, un propriétaire de véhicule connecté pourra toquer à la porte du fabricant, lui demander la liste des données dont il dispose à propos du véhicule ou de son utilisation du véhicule, pour qu'ensuite il puisse le partager avec son mécanicien, sa compagnie d'assurance. Donc c'est vraiment en fait remettre l'usager au centre de la donnée. On parle d'ailleurs d'une sorte de RGPD de la donnée connectée, même si on n'est pas sur de la donnée forcément personnelle, mais c'est un peu toujours dans cet objectif de remettre l'utilisateur, le réel propriétaire de la donnée, au centre. Donc voilà pour cette partie réglementaire. Et donc pour finir sur les espaces européens communs de données, avant de donner la parole à Marguerite pour la suite. Donc très rapidement, en fait, ces espaces européens communs de données ont été également annoncés dans cette stratégie de 2020. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'était de créer des espaces européens communs de données dans les secteurs clés qui ont été identifiés, dont la mobilité. Sur le volet de la mobilité, il y a plusieurs actions qui ont été menées jusque-là. L'année dernière, il y a eu une première action qui s'appelait PrEP Data Space for Mobility. Et l'objectif, ça a été de mener une action de cartographie de l'ensemble des écosystèmes de données de mobilité existants en Europe
Par écosystème, on entend ça va de plateformes qui se partagent de la donnée à des points d'accès nationaux qui, eux, sont plutôt dans le partage de données ouvertes, sont plutôt dans l'open data. Donc c'est assez vaste. Et l'objectif, c'était d'identifier en fait quels sont les points communs entre ces écosystèmes. Est-ce qu'on a une architecture technique qui a l'air de revenir? Est-ce qu'il y a des outils juridiques, des modèles de contrat qui reviennent? Est-ce qu'il y a une gouvernance également entre les acteurs qui revient pour essayer de dégager des communs? Et finalement, tout l'objectif de cet espace européen commun de données de mobilité, c'est pas forcément de créer à l'échelle européenne une plateforme numérique fixe sur laquelle sera déversée l'entièreté des données de mobilité. Ce serait pas souhaitable déjà d'un point de vue sécurité et éthique. Et ce serait pas non plus une usine à gaz, mais c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est plutôt en fait de créer un cadre pour faciliter justement la levée des verrous que je citais en introduction, qui sont les problématiques juridiques, les problèmes de gouvernance et surtout les problématiques d'interopérabilité entre les données. Et voilà, j'espère pas avoir trop dépassé le timing. Et merci à tous encore une fois pour votre présence et pour votre écoute.